Bonsoir à tous et bon début de week-end, je suis ravi de vous retrouver. Et à la une aujourd'hui, vous saurez tout sur Léon XIV, le nouveau pape élu hier soir au Vatican par les 133 cardinaux. C'est le premier américain à devenir souverain pontife. Vous découvrirez son portrait et ses projets dès le début de ce journal, ainsi que les réactions des Américains à cette annonce. Et nous recevrons ensuite le journaliste de France Télévisions, spécialiste du Vatican, Alban Miccosi. Dans le reste de l'actualité, l'obligation pour la roulette de Monte-Carlo, cette œuvre du célèbre peintre Marcel Duchamp, fête ses 100 ans. Une actualité qui n'est pas passée inaperçue à Monaco, puisque le collage conservé dans les collections du Palais Princier a été exposé dans l'atrium du casino et une soirée spéciale a été organisée, à laquelle bien sûr nous vous emmènerons. Dans le même temps, c'est le retour du très prestigieux salon Top Mark en ce moment, le lieu où les hypercars, prototypes et objets de luxe s'exposent à tous et sans complexe. Une édition d'autant plus particulière puisqu'elle célèbre cette année ses 20 ans. Reportage au cœur de l'événement à suivre. Comme chaque année à l'approche du Grand Prix, un autre rendez-vous très attendu est organisé, la Racing Star Football Cup. Un match exceptionnel qui rassemble des légendes du sport automobile, du football mondial et d'autres horizons. C'est l'équipe des Barbadians qui l'organise et son président Louis Ducruet sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Et puis à la fin de ce journal, c'est une pièce originale que nous vous emmènerons découvrir au Théâtre des Muses, une suite organisée aux liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Ce sera l'immersion de ce vendredi. Il s'appelle Robert Francis Prévost, mais désormais nous l'appellerons Léon XIV. C'est le nom qu'il s'est choisi en tant que 267e pape. Un double hommage, d'abord à Saint Léon le Grand, puis au pape Léon XIII, qui était connu notamment pour son engagement en faveur des droits des travailleurs. Pour le portrait, Robert Francis Prévost est né en 1955 à Chicago, aux États-Unis, d'un père franco-italien, catéchiste dans sa paroisse, et d'une mère espagnole. Il est donc polyglotte, il parle français, italien, espagnol et anglais. Sans aucun doute un atout pour son élection en tant que pape. Son parcours est également d'une richesse impressionnante. Il est titulaire d'une licence de mathématiques, d'une maîtrise de théologie et d'un doctorat en droit canonique. En tant que membre de l'ordre de Saint-Augustin, il sera missionné pendant 20 ans au Pérou avec de nombreuses responsabilités, mais il conservera ses attaches à Chicago où il deviendra entre autres prieur général. En 2023, il est nommé par le pape François lui-même pour devenir celui qui sera chargé de nommer les évêques du monde entier. Et c'est justement son rapprochement avec François qui le caractérise. Il s'accorde sur certains thèmes clés comme la défense des plus démunis et des migrants. C'est en ce sens qu'il se dit progressiste et à rebours de la politique conservatrice menée actuellement sur sa terre natale, les États-Unis, par l'administration Trump. C'est aussi pourquoi Léon XIV est très attendu sur les questions sociales et sociétales comme la défense des homosexuels et des minorités envers lesquelles il s'était pourtant parfois montré critique, ou encore sur des questions plus ouvertes chez lui comme l'ordination des femmes ou la communion des catholiques divorcés et remariés. Plus encore, il devra tenter de ressouder l'Église que son prédécesseur François a bien souvent bousculé en tentant de la réformer à contre-courant. Hier soir, au balcon de la basilique Saint-Pierre, face aux fidèles, Léon XIV a témoigné une première fois de sa bonne volonté. Il faut que l'Église catholique construise des ponts à travers le dialogue, a-t-il notamment assuré. Alors bien sûr, les réactions ont été nombreuses à travers le monde. Après cette sortie, chez nous à Monaco, le prince a félicité sa sainteté au nom de toute la famille princière. Avec la population de la principauté, nous formons le souhait très déférent que l'accomplissement de cette éminente et lourde mission spirituelle de portée universelle soit jalonné de très nombreuses satisfactions, a-t-il ajouté. Et puis d'autres réactions attirent aussi l'attention depuis hier, celle des Américains bien sûr. Écoutez-les au micro de notre correspondante à New York, Alexandra Pani. Oui, vous l'avez dit, le premier pape américain, le président Trump, a évidemment réagi immédiatement à l'annonce en précisant qu'il avait hâte de le rencontrer et que c'était une grande fierté pour le pays. Une fierté que l'on retrouve parmi les Américains ici à New York. Je vous propose d'écouter leur réaction. I'm very excited because I am a Chicagoan who lives in New York City, and I am from the South Side, and so is the new Pope. He went and taught and was involved in a school that is right near where my hometown is on the South Side, and I have many friends who know him personally. And it is so exciting to see this new Pope with this new energy coming in. I wish him well. I love his name. And I hope that he continues to bring a message of love and peace throughout the world. Yeah, I think it's very exciting for Americans. I'm actually a sports writer. The Pope went to Villanova University outside Philadelphia.
So a lot of the Villanova people are excited because 3 guys on the Knicks went to Villanova, so now they feel the Knicks are blessed by the new Pope. Yeah, I think it's great, you know, having a Pope from Chicago, you know, citizen of Peru. You know, I know it's really great being able to see, you know, an American go out there, you know, not even speaking English, speaking French and Italian. I think it's really great to see, you know, what an American can do. You know, I'm just hoping that you know, will somehow bring more peace in the world that we need. I hope he's a lot like Francis. And it's hard to tell. I've been trying to read about him, to learn about him, but I know he spent, I think, some time in Peru, and it seems as though he's committed to the same things that Francis was committed to, which is, to me, very encouraging. Alors que traduit le portrait de Léon XIV et que faut-il attendre de son pontificat? Pour aller plus loin, nous sommes avec l'un des envoyés spéciaux accrédités au Vatican, le journaliste de France Télévisions, Alban Miccosi. Bonsoir. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Monaco Info pour nous faire vivre cet événement historique à Rome. Alors vous en êtes rentré, que vous avez donc suivi assidûment aux côtés des 6000 autres journalistes accrédités comme vous. D'abord, première question, le monde entier a pu suivre l'annonce du nouveau souverain pontife, de la fumée blanche au discours sur le balcon de la basilique Saint-Pierre. On a vu l'effervescence sur la place éponyme. Quelles sont les réactions que vous avez pu entendre et que vous ont dit les fidèles que vous avez rencontrés? D'abord, il y avait une très grande joie parce que vous savez, lorsque les cardinaux se mettent d'accord sur le nom d'un nouveau pape, il y a une excitation des fidèles. Il y avait plus de 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre avec des gens qui ont accouru immédiatement pour voir qui c'était, essayer de l'apercevoir parce que vous savez, quand vous êtes place Saint-Pierre, la loggia, elle est loin, 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 loin. Alors en réalité, vous le voyez sur des grands écrans qui sont au début de la place. L'annonce du nom, Robert Prevost, donc on a compris que c'était un cardinal américain, même s'il est en réalité plutôt américano-péruvien. On a vite cherché dans nos fiches tout ce qu'on savait sur lui et puis on a attendu qu'il arrive et qu'il prononce ses premiers mots. Non, il y avait vraiment une très grande joie chez les gens qui étaient présents et à minima chez les journalistes une grande curiosité. Alors ce pape, on l'a dit, a un profil particulier, il nous vient des États-Unis, il a une carrière religieuse impressionnante, on sait qu'il faisait partie des derniers cardinaux nommés par le pape François lui-même et qu'il veut marcher sur ses pas avec des progrès sur des questions sociales et sociétales. Ce sont ces aspects de son portrait qui ont fait pencher la balance en sa faveur? On ne sait pas, par définition, le vote des cardinaux est secret. Ce qui est certain, c'est que c'est allé très vite. Il a été élu au 4e tour et élu avec une confortable majorité parce que vous pensez qu'il fallait au minimum 89 voix sur 133 et que d'après ce que certains cardinaux ont avoué, il est bien largement au-dessus. Donc il a été très largement élu probablement parce que tout à la fois il s'inscrit dans le message du pape François, mais il est aussi un peu plus rond, un peu plus diplomate, un peu plus à l'écoute. Vous savez, le pape François était un homme de caractère avec lequel il était parfois possible de s'affronter. Il semble que le cardinal Prévost, donc le futur Léon XIV, soit plus un homme de consensus, un homme d'écoute, et c'est aussi de cela qu'avait besoin sans doute la curie romaine. Vous qui présentez l'heure américaine sur France Info et qui êtes avisé des questions internationales et politiques en lien avec les États-Unis, nous avons là un pape donc américain latin, si on peut dire, certes, mais qui n'est pas un enfant de Trump, si j'ose dire. Il se présente comme progressiste, pas vraiment conservateur, hormis peut-être sur quelques points. D'ailleurs, lorsqu'il n'était que cardinal, il a beaucoup critiqué l'administration Trump. Le quotidien italien La Repubblica décrit même Léon XIV comme le moins américain des Américains. Et pourtant, le président Donald Trump a souligné et a salué son élection comme un grand honneur pour les États-Unis. Comment vous traduisez cela? On vit une rupture ou c'est plutôt un 50-50 pour l'Amérique et pour le monde? Alors, on va dire qu'il est americano ma non troppo, comme on dit en Italie, c'est-à-dire qu'il est américain, mais pas trop. D'abord parce qu'il a exercé une grande partie de son ministère au Pérou, où là, pour les Péruviens, c'est un enfant du pays. Et puis ensuite, parce qu'il a été en poste à Rome, il parle couramment 7 ou 8 langues différentes, il a des origines européennes, en partie française, en partie italienne et par sa maman espagnole. Donc vous voyez quand c'est en réalité un pape qui est un reflet du monde, avant tout. C'est difficile de le définir uniquement en tant qu'Américain. Après, Donald Trump s'est réjoui de l'élection d'un pape américain. Est-ce qu'il sera toujours aussi réjoui dans quelques semaines? On verra bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des points de désaccord qui sont évidents. Le pape Léon XIV est quelqu'un qui accordera une attention aux plus pauvres, aux migrants,
aux gens qui souffrent. Ça, c'est pas tout à fait la ligne de Donald Trump. En revanche, ils retrouveront sans doute des points d'accord sur, par exemple, la question de la protection de la vie, sur la question de l'avortement, par exemple, où le pape Léon XIV est dans la doctrine de l'Église catholique. Il ne sera donc pas quelqu'un qui considérera que la question du droit à l'avortement est une question peu importante, et au contraire, il va sans doute confirmer la position historique de l'Église catholique. Et puis, sur un autre nombre de points, on le sait, concerné par les problèmes de la famille. Donc, il y aura des points de rapprochement, mais sans doute beaucoup plus de points d'opposition. Voilà, donc beaucoup de questions encore en attente. Ce matin, sa première œuvre en tant que nouveau souverain pontife a été de donner une messe à 11 h à la chapelle Sixtine, en présence des cardinaux qui l'ont élu. Et désormais, donc, quelle est la suite? On attend une messe aussi dimanche. Cette messe aujourd'hui, c'est une manière de fermer le conclave. Le conclave a lieu à la chapelle Sixtine. La dernière messe de clôture présidée par le nouveau pape, c'est une manière de finir le conclave. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, son prochain grand rendez-vous ce dimanche, c'est une bénédiction qu'il donnera à midi, qui s'appelle Regina Celli, qui est une bénédiction traditionnelle qui donnera du balcon du palais épiscopal au 2e étage. Mais c'est pas le grand moment. Le premier grand moment, c'est évidemment la rencontre avec la presse. Le lundi, il y aura au moins 5500, 6000 journalistes qui ont fait des demandes d'accréditation. Et puis ensuite, il y a un autre rendez-vous important qui est sa première messe en tant que pape, la messe qu'on appelle d'intronisation. Et ça, c'est dimanche 18 mai à 10 h sur la place Saint-Pierre. On verra avec intérêt qui représentera les États-Unis. Est-ce que ça sera Donald Trump? Est-ce que ça sera J.D. Vance? Est-ce que ça sera quelqu'un d'autre? Ça nous dira beaucoup de la relation du nouveau pape avec les États-Unis. Voilà, donc encore beaucoup d'événements à suivre. Merci beaucoup Alban Mikosi d'avoir répondu à nos questions sur Léon XIV, élu hier nouveau pape. Vous êtes journaliste pour France Télévisions, envoyé spécial à Rome. Nous suivrons avec attention la suite des événements. Merci de nous les faire vivre et à bientôt. Merci beaucoup. Une toute autre information à présent. Cet après-midi avait lieu à la cathédrale de Monaco les obsèques d'un fervent catholique, lui aussi, le docteur Michel-Yves Mouroux, décédé mardi, à un moment particulièrement émouvant, partagé par les membres de sa famille et des personnalités monégasques. Dernier adieu à ce médecin, mais aussi politique et auteur, qui aura marqué la principauté et bon nombre de personnes durant sa belle et longue carrière. Vous connaissez l'œuvre de Marcel Duchamp intitulée L'obligation pour la roulette de Monte-Carlo. Eh bien, elle fête ses 100 ans cette année. Pour l'occasion, le collage conservé dans les collections du Palais Princier était visible dans l'atrium du casino. Et une performance était organisée hier pour rendre hommage à l'art de Duchamp avec piano, chant, roulette et conférences. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, étaient présents à cette soirée. Reportage signé Alban Gingembre, Marie-Ève B, Massimo Piantoni et Alessandre Gougassian. L'art de Marcel Duchamp consiste à prendre des objets du quotidien pour en faire des œuvres. À Monaco, celle que l'on retient, c'est l'obligation pour la roulette de Monte-Carlo. Le billet, qui servait à l'époque à garantir un emprunt financier pour jouer au casino, est ici personnalisé à l'image de l'artiste. On y vient avec l'obligation, effectivement. Donc, Marcel Duchamp s'installe ici pendant quelques semaines et tente de gagner, de jouer une martingale et de gagner de l'argent avec cette obligation. L'obligation pour la roulette de Monte-Carlo célèbre cette année son centenaire. Pour l'occasion, l'œuvre retrouve le casino de Monte-Carlo. Un hommage à l'artiste est aussi imaginé avec ce casino-opéra produit par Luciano Chiesa, une performance qui se nourrit d'éléments patrimoniaux. En retravaillant un poème de Louis Notari sur les cultivateurs de citron du 19e siècle ici à Monaco et de les mettre en perspective en réalité avec l'essor de la société des bains de mer, là où Marcel Duchamp lui-même, il y a un siècle, s'est exercé à la roulette de Monte-Carlo. Donc de faire cette opposition très duchampienne entre à la fois quelque chose de l'ordre de la valeur patrimoniale et de la valeur spéculative des jeux d'un casino en réalité. The fundamental inspiration was the building where we are, because this is the only place in the world that I know in which the same building is the casino and the opera house. And so my idea was, as a composer and performer, what if I put them together in my collage technique
So I instructed the player and the croupier to follow the protocol, all conversation, the game, and then I insert the opera with the soprano in the most traditional fashion. And then I come and I offer the possibility to play with lemons instead. À la fin de la performance, le public a eu le plaisir de pouvoir s'initier à la roulette pour être au plus proche de Marcel Duchamp. C'est le salon le plus exclusif au monde. Top Marque est de retour à Monaco et célèbre cette année ses 20 ans en grande pompe. Une édition anniversaire placée, vous allez le voir, sous le signe de l'audace et de la haute performance où se croisent hypercars, prototypes et objets de luxe. Reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni sur place. Il est le salon le plus exclusif dédié à l'automobile de luxe. Top Marque propose une immersion totale dans un univers hors norme. Avec Fast & Classic, les légendes américaines retrouvent leur éclat d'antan. Ce restaurateur passionné redonne vie à ses autos iconiques. Chaque modèle est soigneusement préparé pour reprendre la route. C'est l'histoire d'une passion où il y a 25 ans, on s'est marié avec mon épouse dans une Corvette. Oula, émotion. On s'est marié dans une Corvette de 1962 et ça nous a a priori porté chance puisque depuis 5 ans on a développé un très joli garage. On source des véhicules la plupart du temps en Europe, plus aux États-Unis parce qu'aux États-Unis ils sont encore plus chers qu'en Europe. Et ensuite j'ai des partenaires qui sont à la fois selliers, carrossiers spécialisés dans la fibre de verre par exemple pour les Corvettes, des motoristes, rectifieur pour les moteurs, voilà. Et ensuite je source toutes les pièces aux États-Unis. On a la chance avec les voitures américaines de trouver encore toutes les pièces puisque tout est refabriqué. Et puis après c'est une histoire d'amour avec des gros V8 qui font vroom vroom, pas des voitures électriques. Et quand l'élégance trouve son abri, chez Koshi Design, la protection automobile devient un art. Spécialiste des abris sur mesure pour voitures, l'entreprise allie savoir-faire artisanal et design architectural. Chaque structure est pensée comme un écrin à la fois fonctionnel et esthétique, une signature française qui séduit les plus exigeants. On vient du monde de l'ombrage, donc la protection solaire, avec la pergola bioclimatique, du store et autres systèmes d'ombrage. Et on s'est rendu compte que nos clients destinaient vraiment un endroit bien précis à l'automobile. J'ai décidé de décliner un petit peu la solution bioclimatique. J'ai levé le système de lame orientable, j'ai mis un toit plutôt fixe pour venir protéger le véhicule des intempéries. Donc on est arrivé à démocratiser un petit peu le produit, l'améliorer, on l'a fait breveter. On a réussi à intégrer, maintenant on arrive à intégrer du panneau solaire. Donc on le travaille à plat, mais de par le panneau solaire que nous utilisons, on arrive à avoir une productivité aussi importante qu'un panneau solaire incliné. Donc le produit a été médaillé sur Paris. Libre choix par rapport à l'imagination de chacun de venir agrémenter l'intérieur et l'extérieur du produit. Qu'il s'agisse de préserver un véhicule d'exception ou de ressusciter une légende mécanique, deux univers complémentaires où chaque détail compte pour sublimer le passé et lui offrir un avenir. Le Grand Prix ne signe pas seulement le retour de la Formule 1, mais aussi de la Racing Stars Football Cup, un événement désormais emblématique organisé durant la même période et qui rassemble des figures incontournables du sport automobile, des légendes du football mondial et d'autres personnalités internationales. Un match de football proposé par les Barbadians de Monaco, l'équipe fondée par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et qui est aujourd'hui présidée par Louis Ducruet. Pour évoquer le retour de ce rendez-vous et son importance, il a répondu aux questions de Fabien Bonilla sur notre plateau. Écoutez. Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. Vous y avez participé de nombreuses fois et vous reprenez l'événement et ça s'appelle désormais la Racing Star Football Cup. En quoi c'est important de maintenir comme ça cette tradition ? Ouais, c'est un match quand même qui a 30 ans et oui. C'était vraiment une innovation il y a tant d'années. Nous, c'est vrai qu'on s'est inspiré beaucoup de ce match pour la Fighters Cup qui a lieu en janvier. Et voilà, cette année, c'était l'occasion pour nous de récupérer ce match, en accord bien sûr avec la famille de Mauro Serra qui a tant œuvré, pour ce match pendant des années avec la Star Team. Et là, c'est pour nous du coup un gros challenge de pouvoir récupérer ce match après 30 ans et de pouvoir perpétuer cette tradition de ce match du Grand Prix. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, il va y avoir de grands noms encore une fois, que ce soit du monde du football, de la F1, et pas que d'ailleurs.
Oui, c'est un peu on a voulu garder un peu le même principe que la Star Team, c'est-à-dire des joueurs de foot, mais aussi des athlètes de haut niveau, de tout horizon, des pilotes de F1, mais aussi des personnalités publiques, que ce soit du monde de l'audiovisuel, acteurs, chanteurs, humoristes, youtubeurs, influenceurs, voilà, etc. Donc c'est vrai que cette année, on a un beau casting et on a hâte de pouvoir jouer tous ensemble. Oui, d'ailleurs, il y a quelques noms là que je peux citer, hein. Gasly, Zakadjar, Sens, Ludovic Giuli, Flavio Roma, Gaël Givet, Schilacci, M. Pokora, Paul Mirabel, on parlait de comique, Ragnar Le Breton également. Et la liste en plus n'est pas encore ferme et définitive. Elle est ferme et définitive, mais on garde encore quelques surprises, voilà, pour l'annonce des joueurs sur nos réseaux sociaux, voilà, pour pouvoir surprendre les gens par les personnalités qu'on a réussi à attirer pour cet événement. Au profit d'associations caritatives, quelles sont-elles là? Comme pour le principe des Barbadjans, c'est toujours de faire des matchs caritatifs pour d'autres associations. Donc en janvier, on fait ça pour Fightheads. Et là, donc, cette année, on a décidé de choisir 2 associations différentes pour faire vivre d'autres associations de Monaco, mais aussi de France. On avait voulu toujours avoir ce concept. Et donc, ce sera l'association Jules Bianchi, puisqu'on va malheureusement, ce sera les 10 ans de sa disparition cette année. Donc, on a voulu aussi rester sur le thème d'automobile et donc on a choisi l'association Be Safe Monaco, présidée par ma sœur Camille. Et donc, voilà, donc chaque année, on va essayer de faire des roulements pour changer un peu et faire vivre d'autres associations. Alors c'est un match pour la bonne cause, mais il y a un vrai enjeu, hein. Ça joue sérieusement sur le terrain. C'est un peu l'ADN des Barbadjans, voilà. C'est un match caritatif où on se fait plaisir, mais aussi derrière, on a envie quand même de gagner et on veut mettre de la compétition sur le terrain. Et c'est vrai que comme avec le cirque, ça fait quelques fois qu'on perd, j'espère que cette fois-ci on va pouvoir gagner avec les Barbadjans. Et ça chambre dans les vestiaires, avant, après, ça chambre beaucoup? Oui, en plus on a des joueurs comme Ludo, Giuli, qui sont des gros chambreur, donc forcément. Qui était le plus gros chambreur et je pensais. Oui, forcément, il va un peu allumer les gars dans le vestiaire, je pense, des deux côtés. Donc voilà, on va essayer de faire ça de la meilleure des manières. Alors, c'est une rencontre prévue le mercredi 21 mai. Et puis, il va y avoir aussi en juin le Japon dans le cadre de l'exposition universelle. Expliquez-nous. Alors, le match, en fait, on est sur l'expo universelle. Moi, j'ai été nommé commissaire honoraire par mon oncle de cette expo. Et donc, c'est vrai j'ai voulu ajouter ma petite touche là-bas au Japon, en plus, moi, par ma passion du Japon, faire un match contre les légendes du Japon. Donc, ça va être les Barbadjans et d'autres personnalités du monde du foot international qui vont rejoindre l'équipe des Barbadjans de manière exceptionnelle sur ce match-là. Il va y avoir là aussi des très grands noms c'est ça. Du foot. Hein. Et contre les légendes du Japon qui ont joué ou dans le championnat japonais ou en équipe nationale. Alors, on parle de foot, ça nous amène à l'actualité sportive de la fin de cette semaine. L'ASM-FC qui va rencontrer Lyon, il reste 2 journées. Plusieurs équipes sont au coude à coude pour obtenir une 2e ou 3e place, synonyme de qualification pour l'Europe. J'imagine que vous suivez ça avec attention. Ah bah oui, comme toujours, l'AS Monaco, ça reste mon club de cœur et c'est vrai qu'on suit ça avec attention, malgré mes obligations parentales récentes depuis. Mais c'est vrai que voilà, je serai au stade samedi et on espère une victoire pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce sera être dans les 2-3 premiers, c'est faisable? On verra samedi. Si les joueurs ont le bon état d'esprit, qui veulent gagner contre Lyon, oui, on gagnera et on ira en Ligue des Champions. En attendant, mercredi 21 mai, à 15h au Stade Louis II, le match de foot, la Racing Star Football Cup. Les places sont à 10 € en vente sur le site www.barbadjianmonaco.mc. Louis Ducruet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. En football toujours, l'AS Monaco reçoit l'Olympique Lyonnais ce samedi soir au Stade Louis II pour la 33e journée de Ligue 1. Les Monégasques espèrent bien conserver leur 3e place au classement, eux qui restent sur 4 matchs sans défaite face à des Lyonnais qui occupent quant à eux la 7e position. Un choc entre 2 équipes mythiques dans une course effrénée à l'Europe. Alors comment les Rouges et Blancs appréhendent-ils cette rencontre? Écoutez l'entraîneur Adi Hütter et le défenseur Thilo Kehrer en conférence d'avant-match aujourd'hui. It's really a final sprint now for lots of teams. We are one of them, and I have to focus with my technical staff to prepare the team as well as possible for this game against Lyon. This is our job, and when we bring a good performance against Lyon, we have the big final game in Lens,
And the most important thing is that we have all in our hands also for the last game in Lens. Très concentré, très direct, on connaît notre qualité, on connaît notre style de jeu, on prépare le match en détail avec la bonne concentration et aussi de la joie, une bonne ambiance entre nous. C'est toujours important de garder ça, de garder la légèreté aussi. Voilà, on répète notre automatisme, on travaille bien sûr sur les détails, les caractéristiques de Lyon et c'est plutôt ça la préparation. Il a bravé les tempêtes, le silence et la solitude. Sir Robin Knox-Johnston est entré dans l'histoire en devenant en 1968 le premier homme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Un véritable exploit pour ce marin britannique devenu une légende vivante et qui continue encore à 85 ans aujourd'hui de transmettre sa passion à travers la Clipper Race chez les amateurs. Il présidera même la Monaco Classic Week en septembre prochain. Invité d'un dîner-conférence au Yacht Club de Monaco mercredi soir, il a raconté une nouvelle fois sa vie en mer, entre patience, audace et quête intérieure. Léa Dutrouille et Julien Laugier sont allés à sa rencontre. If you're by yourself for that long, you learn your faults and then you learn how to deal with them because you've got to keep going. There's no choice. You're in the boat, you're sailing, you've got to keep the boat sailing. So it's a very good discipline. And what kind of faults did you understand about yourself? I realise I can be a bit lazy, but a boat won't let you be lazy. You know, boat needs something, you must do it immediately. You don't have a choice. Doesn't matter if you're tired, you must do it. Otherwise, if you look after the boat, it looks after you. I think the best lesson I learned is patience. You cannot conquer the sea. That's a stupid thing to say. The sea doesn't notice you, but you have to learn to be patient with the sea and understand the sea. And then you've got a chance of surviving. If you're a young person, you think you want to cross an ocean, do it. You'll never regret it. Allez, de la danse à présent. Hier soir, à l'atelier des ballets de Monte-Carlo avaient lieu les traditionnels imprévus des ballets. Une rencontre entre de jeunes danseurs qui souhaitent devenir chorégraphes et de jeunes élèves du pavillon Bosio qui, eux, veulent devenir scénographes. Ce qui donne lieu, comme son nom l'indique, à des représentations imprévues pour tenter de repérer les perles rares face à un public de privilégiés auquel faisaient partie José Sacré et Thomas Deus. Heureux les privilégiés qui ont pu assister le jeudi 8 mai aux imprévus proposés par les ballets de Monte-Carlo à l'atelier des ballets avec le pavillon Bosio, école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Au programme 4 ballets créés par de jeunes danseurs souhaitant devenir chorégraphes et des élèves du pavillon Bosio, futurs scénographes. Je pense que la dimension pédagogique est la plus importante. Plutôt que de chercher des chorégraphes, en fait, c'est l'idée de dire aux danseurs mettez-vous dans la position d'un chorégraphe une fois, cherchez, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser, qui vont se révéler à vous. Et on les fait rencontrer, les étudiants des pavillons Bosio qui ont été, eux, mais le directeur vous l'expliquera, sélectionnés par le pavillon Bosio, rencontrent les chorégraphes exposent leur sujet, et les étudiants sont plus ou moins sensibles à telle ou telle proposition, et puis les binômes se créent entre eux, et à la fin on a un scénographe et un chorégraphe qui travaillent ensemble, comme ce sera probablement le cas dans le futur, et pour ces scénographes et pour ces chorégraphes. Puis je l'espère, c'est une formation extraordinaire pour eux, pour découvrir réellement ce que c'est que de construire un spectacle. Nous, au pavillon Bosio, on est une école très particulière, c'est une école d'art. Donc on forme des artistes avec cette spécialité en scénographie. Et en master, en fait, on a 4 projets de scénographie. Il y a la scénographie de la danse, du théâtre, de la mode et de l'exposition. Et donc on a un groupe d'une vingtaine d'étudiants seulement en master. Et donc vous voyez, ils se répartissent par tout petits groupes de 4-5 étudiants. Et ils travaillent à ces projets échelle 1, avec ouverture au public, avec comme ici une billetterie, etc. Et donc on essaye de les mettre dans des situations les plus professionnelles possibles. Et donc on compte sur leur désir plutôt que de leur imposer un choix. C'est eux qui se positionnent sur l'un de ces 4 projets. L'expérience prouve que quelquefois ça marche et il y en a qui deviennent de grands chorégraphes. Bah oui, on a eu des gens comme Yeroun, des gens comme Joseph Hernandez, Bruno Roch, il y a beaucoup de gens, Francesco Nappa qu'on reverra l'année prochaine, Julien Guérin, ce sont tous des gens qui aujourd'hui font de belles carrières et qui ont effectivement commencé au travers des imprévus. Plasticiens aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des scénographes qui aujourd'hui sont vraiment inscrits dans le champ de la scénographie de spectacle suite à ces aventures au ballet de Monte-Carlo.
Et si les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos avaient une suite? C'est ce que propose une pièce de théâtre écrite par Marjorie Frantz et présentée au Théâtre des Muses. Un saut dans le temps comme 20 ans plus tard, près d'un relais de chasse comme décor. Marie Bonnet-Blanc et Massimo Piantoni ont pu assister aux répétitions. Regardez. La marquise de Mertreuil a reçu un mystérieux billet d'invitation qui lui a écrit, c'est ce qu'elle va découvrir. Ce personnage au fort caractère et au parcours très libre va vouloir s'imposer. Elle, son propos, c'est de dire, de toute façon, le programme d'une femme à cette époque-là, c'est en sortant du couvent, d'épouser un homme de 40 ans plus vieux qu'elle, au passage d'être violée, ou tout au moins fortement forcée, et comment on se sort de ça. Et elle a décidé d'être forte et de lutter en gagnant sa liberté. En face d'elle, c'est une jeune femme avec le même parcours, mais qui en a fait autre chose. Un schéma de vie plutôt classique, mais avec une volonté d'incarner l'histoire d'un œil plus moderne. Alors moi, j'incarne Cécile de Volanges, voilà, qui dans le livre a donc été initiée, on aurait dit pour l'époque, par le vicomte de Valmont, et avec le regard d'aujourd'hui, qui a été plutôt violée par Valmont. Et à l'époque, on aurait plutôt dit qu'elle avait été initiée, que ça se faisait à l'époque, elle était courtisée, etc. Aujourd'hui, en regardant un peu plus le livre, on s'aperçoit que non, c'était une jeune fille qui s'est fait violer par le vicomte de Valmont. Et elle arrive à convier la marquise de Merteuil et à lui rendre des comptes. Pour savoir comment se termine cet échange entre ces deux femmes au point de vue diamétralement opposé sur le féminisme, vous n'avez plus qu'à aller voir la pièce et c'est seulement jusqu'à dimanche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Alban Gingembre pour vos prévisions météo. On se quitte sur les clichés du salon Top Marque de retour à Monaco, capturé par Manuel Vitali. Mais restez bien avec nous, juste après, nous vous proposons un tout nouvel après-JT consacré ce vendredi aux opérations de l'Académie de la Mer. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Après une semaine instable, nous aurons la chance d'avoir un week-end sans pluie. Pas encore de grand soleil, mais c'est un début d'amélioration. Demain, la météo sera changeante avec un ciel à moitié nuageux, un indice UV élevé malgré tout l'après-midi. Le thermomètre affichera 15 degrés le matin et 19 degrés en deuxième partie de journée. Et le samedi 10 mai, nous fêterons les Solanges. Bon week-end sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.